La piste de 98 est le tout premier roman écrit par le poète, romancier et journaliste Robert William Service. Il est paru sous le titre original The Trail of 98 en 1910, alors que Robert William Service était à Dawson City, au Yukon, quelques années après la fameuse ruée vers l'or. D'origine écossaise, il avait émigré à l'âge de 21 ans pour vagabonder sur la côte pacifique des États-Unis, puis découvrir le fameux Grand Nord canadien, où ses écrits connurent un immense succès et les personnages qu'il a créés sont restés dans l'imaginaire justement du Grand Nord. Je vais vous lire les premiers chapitres donc, de la piste de 98, son premier roman, qui a été traduit en français en 1930 et paru à la fois sous forme de feuilleton et sous forme de roman illustré par Taillandier en 1930. Avec, dans ce livre, des illustrations de Maurice Toussaint. Prélude. Le vent du nord gémit. Il me rappelle le hurlement d'un chien-loup sous les étoiles arctiques. Seul, près du feu de tourbe, je l'entends mugir dans les pins. C'est la voix ironique du grand pays blanc qui vient jusqu'à moi. Oh, je la hais, je la hais. Pourquoi n'est-il pas permis à un être humain de s'arracher à ses souvenirs ? Voilà 10 ans que je me suis joint à la foule des enthousiastes. J'ai voyagé, je suis allé en pèlerin vers les sanctuaires de la beauté. J'ai poursuivi le fantôme du bonheur jusqu'aux confins de la terre. Mais tout cela fut vain, et je ne puis l'oublier. Pourquoi faut-il qu'un homme subisse les traînes de son passé ? N'ai-je pas le droit d'être heureux ? Je porte un nom honoré, je suis en possession d'une grande fortune, et j'ai en somme à ma disposition tous les sésames qui ouvrent la porte magique du bonheur. D'autres la franchissent, mais moi, j'écorche mes mains à ces montants d'acier. Non, je n'ai pas le droit d'être heureux. Les voies de la terre me sont ouvertes, le banquet de la vie est dressé pour moi. Les maîtres préparent à mon intention leur spectacle de beauté et de joie. Mais mon cœur ne garde aucune gratitude, car je n'ai trouvé partout qu'amertume et que cendre. Maintenant, je ne tenterai plus rien. Je resterai à jamais dans l'ombre de mon passé. Et ce soir, assis près du grand feu de tourbe, je suis plus là que je puis l'exprimer. La flamme éclaire les panneaux de chêne du hall. Les clémores croisées étincellent. Les yeux de verre des têtes de daims brillent. Des peaux de bêtes couvrent le plancher. L'atmosphère est paisible et tout autour de moi me parle de mon enfance. Le grand silence blanc, l'attrait de l'or, le délire de la lutte ne sont-ils que des rêves ? Vais-je m'éveiller pour entendre Gary me convier à chasser sur la lande ? Ou pour voir près de moi le tendre visage de ma chère maman ? Mais non, le hall est désert. Ma mère dort de son dernier sommeil et Gary repose sous la neige. Tout est silencieux. Je suis seule, assis devant le feu de tourbe, dans le grand fauteuil sculpté qui fut celui de mes ancêtres. Mon corps exsangue,
Mes cheveux prématurément blanchis me donnent l'aspect d'un vieillard. Mes béquilles gisent à côté de moi. Ma vieille nourrice entre sans bruit pour rallumer le feu. Son visage sillonné de rides s'éclaire d'un sourire. Mais je lis une angoisse dans ses yeux bleus. Elle s'inquiète. Le docteur lui a-t-il dit que je n'ai plus que quelques jours à vivre? J'éprouve le désir de tout vous raconter. Le grand exode, les ruées vers les trésors, l'histoire de la cité que les richesses ont créée. Je veux parler de ceux qui ont été attirés par l'or dans le grand pays blanc, des malheurs qui les ont atteints, de Gary et de Berna. Berna, Berna, j'ai prononcé son nom le dernier. Elle se dresse devant moi, avec son visage pâle, immatériel, ses grands yeux gris, mélancoliques. Tragique petite silhouette. Où es-tu maintenant? J'ai parcouru le monde pour te retrouver. J'ai regardé jour et nuit des millions de visages, avec l'espoir, toujours déçu, de te rencontrer. Hélas, je t'aime. Au milieu de cette horde insensée et lascive, tu étais si faible, si impuissante et pourtant si affamée de tendresse. Berna, je t'aime toujours. À travers l'obscurité, je jette vers toi l'appel de mon cœur brisé. C'est ton triste petit fantôme qui vient vers moi. Oh, j'attends, j'attends. Je veux attendre ici, Berna, jusqu'à ce que nous nous retrouvions au-delà des brumes, au-delà des rêves. Livre premier, chapitre 1er. J'ai toujours eu la passion du romanesque. Lorsque j'étais enfant et que j'errais parmi les collines fleuries de bruyères blanches, j'entendais les cris joyeux des joueurs de football. Et pourtant, je n'ai jamais désiré me joindre à eux, car j'aspirais à un bonheur plus grand, plus rare. Je me revois à cette époque, petit garçon timide, portant le kilt écossais et offrant sa tête nue à la brise montagnarde. Mon visage était joyeux et mon âme tout emplie de songes. Je vivais dans un monde enchanté, peuplé d'elfes et de gnomes, de princesses et de chevaliers errants. Pour moi, les fées dansaient dans la lande. Mon imagination peuplait les bois d'êtres fantastiques. Et si j'avais rencontré, dans mes courses errantes, le grand dieu Pan lui-même, je n'en aurais pas été étonnée. La nuit surtout, les rêves s'emparaient de moi, et couché dans mon petit lit, j'étais si heureux des créations de mon esprit. Tantôt j'étais un soldat romain de fortune, tantôt un Highlander rebelle. Je combattais toujours pour une cause qui semblait perdue, et ma sympathie allait toujours vers les insurgés. Avec Robin Hood, je mangeais le gibier de la chasse royale. Je marchais avec Dick Turpin sur la lande couverte de sinistres potences. Je suivais Morgan, le boucanier, dans des pays exotiques pleins de trésors et d'embûches. À cette époque, au lieu de rêver de chevaliers errants, de corsaires et de rebelles, j'évoquais aussi des chercheurs d'or et des colons. Je lisais avidement tout ce qui se passait au Far West, et j'avais toujours un rôle dans ces aventures. J'attendais avec impatience l'occasion d'accomplir de véritables exploits, sans jamais me confier à personne. Je craignais que Gary, qui est à la fois mon frère et mon meilleur ami, ne se fût moqué de moi. Nous étions si différents, physiquement et moralement. C'était un beau garçon, blond, gai, séduisant, tandis que j'étais brun, sombre et peu favorisé par la nature. Gary était le meilleur nageur et le meilleur coureur de tous les gars du village.
Tous l'adoraient. Il était intelligent, ambitieux et réussissait parfaitement dans ses études, alors que je n'étais qu'un mauvais écolier. Ah, comme je l'admirais. Il devenait le plus souvent le héros de mes aventures. Gary en aurait bien ri s'il avait su. Il était si calme et si pratique. Pourtant, il comprenait mon idéalisme et cette réserve fière qui est l'armure d'un cœur trop sensible. Avec son tact parfait et sa délicatesse, il me protégeait et m'encourageait. Nos existences se déroulèrent dans cette paisible campagne écossaise, et je ne connaissais que la petite ville voisine, au marché de laquelle nous vendions nos moutons. Ma mère, qui gérait le domaine, le laissa plus tard à la direction de Gary. Il s'en acquitta avec une énergie et une autorité qui firent l'admiration de tous. Chapitre 2. Ainsi passèrent dans la sérénité les jours de mon enfance. Je continuais à avoir la réputation d'un paresseux et d'un rêveur. Je passais mon temps à arpenter la lande avec un fusil ou à pêcher des truites dans l'étang, ou bien à dévorer des livres. Je lisais tous les récits de voyage de Stevenson. Ils symbolisaient pour moi le romanesque dans son exil volontaire. Je décidai avec un joyeux enthousiasme que, comme lui, j'irais à la découverte de pays lointains. Je subissais déjà le charme de ces douces îles où les soucis sont inconnus, où tout est lumière, chanson et éternel printemps. Vers cette époque, ma mère s'inquiéta beaucoup à mon sujet. Gary était maintenant le jeune lord, et moi, je n'étais qu'un être inutile, une charge pour le domaine. Enfin, je lui avouai que je voulais partir à l'étranger. Un de nos cousins avait entrepris l'élevage des moutons dans la plaine du Saskatchewan, et il avait réussi. Elle décida que j'irais chez lui pour devenir son élève, puis que j'achèterais une propriété quand j'aurais appris à la diriger. Tout en paraissant consentir à cet arrangement, j'étais bien décidée à garder ma liberté lorsque j'aurais enfin atteint la terre nouvelle. Je n'oublierai jamais mon voyage, sous la pluie jusqu'à Glasgow. Je me sentais dans un état de fièvre joyeuse, et lorsque nous atteignîmes la grande cité enfumée, je fus saisie d'un étonnement auquel se mêlait un peu d'effroi. Jamais je n'avais vu tant de maisons, une telle foule, une telle agitation. Gary et moi fûmes envahis par la mélancolie. Je n'étais qu'un enfant, et les deux êtres dont j'allais me séparer étaient tout ce que j'aimais au monde. Maman mêla ses pleurs aux miens. Gary seul parvint à se montrer joyeux. Hélas, toute mon ardeur était tombée. Elle se trouvait remplacée par une impression de remords, un sentiment de désertion, et j'étais pénétrée d'une tristesse infinie, car je comprenais la douce affection qui voulait me retenir, et ce que signifiait l'appel de la terre. « Ne pleure pas, maman, dis-je tout bas à ma mère, je reviendrai dans 3 ans. » « Tiens cette promesse, mon enfant, tiens cette promesse, me répondit-elle avec des sanglots dans la voix. Elle me regarda tristement, et j'eus l'affreux pressentiment que je ne la reverrais jamais. Gary la soutenait. « Si jamais tu as besoin de moi, appelle-moi. Je viendrai, quelle que soit la distance et les difficultés, dit-il. Aujourd'hui encore, il me semble les revoir, debout sous cette pluie torrentielle. Gary beau et viril, maman triste et affaiblie. J'aperçois encore son teint délicatement coloré, ses yeux couleur de violette, embrumés de larmes.
Au revoir, mon petit. Au revoir. Je m'arrachai à eux et montai à bord. Lorsque je me retournai, ils étaient partis. Mais à travers l'ombre grise, il me semblait entendre encore un cri d'irréparable adieu. Fin du chapitre 2 de La piste de 98. Lu par Charlotte Longépé.